Bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme promis, on parlera de loi de Poiseuille. Donc, ce sera la première vidéo de mécanique des fluides. C'est un exercice très classique, mais aussi très riche, tant du point de vue calculatoire que du point de vue physique, puisqu'il permet d'aborder donc les bases de la mécanique des fluides, mais aussi dans la démonstration, il y a certaines subtilités de calcul et de sciences physiques qui sont très intéressantes à étudier. Donc, en premier lieu, j'ai décidé de faire un petit rappel. C'est l'occasion de le faire concernant les deux profils les plus connus qu'on étudie en prépa, que sont les profils de Poiseuille, qu'on étudiera en détail, et Couette. La démonstration est assez analogue à celle de Poiseuille, on pourra la faire, mais dans une prochaine vidéo. Donc dans l'écoulement de Couette, on modélise une conduite cylindrique, et donc un écoulement en conduite cylindrique. Cette conduite présente des petites aspérités, donc des petites irrégularités de la matière, à tel point que lorsque la particule fluide passe à proximité de la paroi, elle est tout à fait freinée en fait. Les irrégularités l'empêchent de passer. Et à mesure qu'on s'éloigne de la paroi, on se rapproche donc du centre et euh, l'influence des parois est de moins en moins grande. Et donc la vitesse est maximale au centre de la paroi. Et lorsqu'on s'éloigne du centre de la paroi, on retrouve comme ça une décroissance de V en fonction de R. Et donc V est fonction de R, ça on le sait. Est-ce qu'elle est fonction d'autre chose? On ne sait pas a priori, on le verra plus tard. Et donc concernant Couette, cette fois on considère non pas un écoulement en conduite, mais une plaque V, une plaque plutôt qui a une vitesse V0 et qui translate à une vitesse constante par rapport au sol. Et imaginons du miel entre le sol et cette plaque-là. Les irrégularités de la plaque font que euh, les particules de miel seront collées à cette plaque, donc par leur viscosité, et elles accrocheront tout à fait à cette plaque, et donc elles auront une vitesse exactement égale à V0. Par contre, à mesure qu'on s'éloigne de cette paroi, on remarque que la vitesse décroît parce que les forces de viscosité qui étaient la cause du mouvement sont de moins en moins grandes. Les contraintes internes sont de moins en moins élevées. Donc, hop, 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 à mesure qu'on s'éloigne, euh, on se retrouve donc avec une vitesse nulle au sol, puisque les particules fluides, cette fois, ont accroché complètement au sol. Voilà. Et donc, on a ce profil-là linéaire qui est démontrable. Ici, on évalue cette relation en H, on retrouve bien une vitesse V0, ce que j'expliquais physiquement tout à l'heure. Et quand on évalue cette relation en 0, exactement, on retrouve exactement une vitesse nulle, c'est ce que je disais également. Et donc, cette fois, on a étudié deux écoulements laminaires, donc visqueux. Par contre, on remarque dans le cas d'un profil turbulent que c'est impossible d'établir analytiquement le profil de vitesse. Et donc, dans ce cas-là, on considérera une vitesse moyenne, c'est-à-dire que la vitesse est tellement chaotique dans tous les sens qu'on est obligé de considérer une vitesse moyenne et tout se passe comme si c'était le cas en fait. Donc le profil est quasi uniforme. Donc cette vitesse moyenne, on l'appellera la vitesse débitante, voilà, qui se calcule avec donc, la formule. Donc, donc, vitesse débitante, c'est égal à 1 sur S. Excusez-moi. Égal à 1 sur vitesse débitante, égal à 1 sur S fois dV. Voilà. Et donc c'est assez amusant du point de vue lexical, puisque un écoulement turbulent laisserait penser qu'il ne serait pas parfait, alors que c'est le cas justement. Un écoulement parfait, c'est le cas où on néglige les forces de viscosité. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Les contraintes internes sont tellement élevées dans tous les sens que l'influence des parois est négligeable. Donc on se rapproche le plus d'un écoulement parfait. Alors qu'ici, tout s'écoule de manière ordonnée. Et donc les parois jouent un rôle crucial dans le profil de vitesse. Et donc c'est le cas d'un écoulement visqueux. Donc maintenant, ceci étant dit, on peut maintenant faire les hypothèses du problème et en parler plus en détail. Donc la première hypothèse qu'on fera, c'est très commun en mécanique des fluides, puisqu'on considère un liquide, et c'est une phase condensée idéale incompressible, donc la masse volumique est constante. Puis l'écoulement sera aussi permanent, on ne considère pas le régime transitoire. Et aussi, l'écoulement est visqueux, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque laminaire. Donc voilà. Et donc, en grand 2, toutes ces hypothèses nous permettent de simplifier le problème. Et tout à l'heure, je disais que V est a priori une fonction décroissante de R, mais on ne sait pas si elle est fonction d'autre chose. Et puis, même s'il y a d'autres composantes selon X ou selon Z. Y et Z. Donc, ce qui nous permet déjà d'enlever les composantes selon Y et Z, c'est l'hypothèse de viscosité et donc de régime laminaire. Laminaire implique unidirectionnel, que tout s'écoule de manière ordonnée. Donc, cela implique que tout est selon EX uniquement, donc les variables selon Y et Z disparaissent. Et on trouve aussi, comme dans tout problème de physique, et ce qu'on devrait commencer par faire d'ailleurs, c'est étudier les invariances, ce qu'on fait en électromagnétisme. Donc ici, on étudie les invariances, et l'invariance qu'on trouve, c'est l'invariance par rotation autour de l'axe X, puisqu'on a une symétrie cylindrique, donc la variable θ disparaît. Et puis,
j'ai laissé en suspens, cette fois je ne l'ai pas écrit, mais pour la variable x, c'est un peu plus subtil, puisque la seule hypothèse qu'on n'a pas considérée, c'est l'hypothèse d'incompressibilité. Et donc, cette hypothèse d'incompressibilité nous permet d'aboutir à ce que x ne soit plus une variable du problème. Et ça, on s'en doute bien, puisque quelle que soit la section qu'on prendra au cours de l'écoulement, ça m'étonnerait qu'on trouve un profil de vitesse différent. Voilà, surtout si le régime est permanent et que les masses volumiques sont constantes. Et donc on va raisonner par l'absurde ici. C'est un peu subtil, mais ça se fait très bien. Donc si on considère un anneau de fluide, donc de largeur dr ici, donc si sur une section on aurait ça, dr, et de longueur L, par l'absurde, on suppose que la vitesse est différente en x et en x plus L. Arbitrairement, j'ai choisi que la vitesse en x plus L était plus grande que la vitesse en x. Voilà. Et donc, pourquoi on aboutit à une absurdité? Donc, c'est pas par le calcul, hein, mais c'est un raisonnement un peu avec les mains. Donc, si le fluide est plus lent en x qu'en x plus L, c'est-à-dire qu'on a ça, comme ça. Donc, en x, il est plus lent, et en x plus L, il est plus rapide. Donc, avec les mains, on se doute que ce qui se passe, c'est soit qu'il y a une discontinuité du fluide, donc c'est-à-dire qu'on a un fluide et un autre fluide, donc deux fluides différents qui s'écoulent, donc pas à la même vitesse, puisque c'est des fluides différents, soit, en fait, on a une variation du volume, puisque pour que le fluide suive la cadence, il faut impérativement que l'anneau s'étende. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, ça nous permet de dire que si l'anneau s'est étendu au cours de l'écoulement, la masse volumique a changé. Enfin, plutôt le volume change et donc la masse volumique a changé. Et donc on aboutit à une incohérence. Or ici, ρ change, donc absurdité. Oula, c'est pas du tout le signe, hein, c'est comme ça. Absurde. Voilà, je sais pas si j'étais très clair, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo, mais avec les mains, ça se voit bien, hein, que en x, c'est plus lent, hop, en x plus l, c'est plus rapide. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Soit une discontinuité, soit l'anneau s'est étendu. Voilà. Ok. Et donc, en troisième lieu, on peut maintenant définir le système. On se doute bien qu'on va appliquer le principe fondamental de la dynamique, donc il va falloir définir un système pour l'appliquer. Ici, le système, ce sera donc un anneau centré, plutôt un cylindre, excusez-moi, centré sur l'axe X, et deux rayons R de longueur dx, x plus dx, et de rayons R. Voilà. Et on peut établir le bilan des forces. Donc le bilan des forces, ici, on considérera déjà les forces de viscosité, ça c'est une certitude. On a vu qu'elles jouent un rôle crucial. Les forces de pression aussi, puisqu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit moteur dans le fluide. Par contre, les forces qu'on ne considérera pas sont le poids, ici, puisque la masse delta M est très petite. Et puis, si on fait un calcul d'ordre de grandeur, on marque que le poids est négligeable. Et puis, dans tous les cas, il apparaîtra même pas dans la projection qu'on fera du PFD. Donc, voilà, le poids n'est pas considéré. Et puis, au-delà de ça, dans les forces de pression, on ne sait pas de quoi dépend P, donc la pression. Et déjà, lorsqu'on a un problème en symétrie cylindrique, le premier argument à évoquer, c'est l'argument de symétrie. Et donc, c'est-à-dire que toutes les forces de pression, tout autour du cylindre, se compenseront une à une. Toutes les composantes se compenseront une à une. Et donc, à tel point que la résistance sera nulle. Et puis, au-delà de ça, le gradient de pression est vraiment notable. Il est vraiment à considérer seulement lorsque la hauteur varie d'un ordre de grandeur d'environ 10 mètres, alors qu'ici on a quelques millimètres, quelques centimètres à peine, donc c'est pas du tout considéré ici. Et puis P est une fonction seulement de x. Voilà. Donc le plus simple, c'est de noter les forces de viscosité. Donc on a dit qu'on avait P, donc la formule c'est P dsn ici, P fois la surface, donc la surface ici c'est pi r carré, n donc le vecteur normal, et la normale est dans l'autre sens, en sortie, donc P de x plus dx, pi r carré, ex. Donc en faisant un petit développement limité, on a d2p sur dx moins d2p sur dx, pi r carré dx selon x. Puis pour les forces de viscosité, on connaît la formule, c'est état fois le taux de cisaillement fois la surface, donc de contact avec les autres particules fluides qui, elles, frottent sur notre système, fois ux. Donc la surface ici, c'est le premier truc à regarder. Donc la surface en contact avec le reste qui va frotter dessus, c'est bien 2πr, donc un périmètre qu'on étend de dx. Ça c'est fait. Et donc pourquoi c'est cette surface qu'on considère? Puisqu'en fait toutes les particules fluides qui seront autour du système, on a vu qu'elles auront une vitesse
bien plus faibles que notre système. Enfin, pas bien plus, non, mais simplement plus faibles, ça suffit. Et donc, puisqu'elles sont plus faibles, elles empêchent le système d'aller aussi vite qu'il le voudrait. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Hein. On aurait une petite particule fluide ici et ici. Elles iraient plus lentement que les particules fluides qui sont dans le système là. Voilà. Donc, c'est ça qui cause les forces de viscosité. Là, j'ai bégayé un peu, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc, maintenant, on va s'intéresser au taux de cisaillement. Donc, taux de cisaillement, attention, hein, l'erreur est courante, mais on ne considère pas ni la dérivée de V par rapport au temps, ni la dérivée de V par rapport à X, mais vraiment la dérivée de V par rapport à R. À quel point V varie, à quel point les contraintes internes de cisaillement sont importantes. Parce que plus la vitesse varie sur une section, plus les contraintes, boum, des particules fluides les unes entre les autres sont importantes. Et donc ici, la vitesse, on a dit que c'était une fonction décroissante de R. Donc ici, c'est une fonction décroissante de R. Bon, mathématiquement, sa dérivée est négative. Et puisque sa dérivée est négative, on aura ici les forces de viscosité qui seront dirigées selon moins Ux. Donc attention, ici, pas besoin de rajouter un moins. Voilà. Les forces de viscosité sont déjà selon moins Ux, puisque le moins est contenu dans cette dérivée-là. D'ailleurs, on pourrait même mettre une dérivée droite, puisque V dépend seulement de R. Hein. Voilà, une dérivée droite. Tout se passe très bien. Super. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est établir le principe fondamental de la dynamique. Je me suis permis d'écrire quelques lignes pour gagner un peu de temps de calcul. Et ici, la vitesse ne dépend pas du temps. Donc, l'accélération est nulle. Donc, en écrivant le principe fondamental de la dynamique selon l'axe EX, on se retrouve avec cette équation-là qui simplifie grandement. Et on aboutit à cette équation différentielle-ci. Voilà, qui est très très facile puisque V est la seule variable qui dépend de R, donc il suffit d'intégrer par séparation des variables, et donc on retrouve cette formule-là pour V. Par contre, on a une constante qu'il ne faut absolument pas oublier, donc cette constante-là se retrouve par les conditions limites que j'avais citées tout à l'heure, qui sont que la vitesse contact de la paroi des particules fluides est nulle, et donc on aboutit à cette expression-là pour V. Voilà. Donc la démonstration n'était pas si compliquée que ça finalement, il fallait juste bien faire attention à bien poser le problème, bien poser le système, les hypothèses, les utiliser correctement, et sinon ça déroule assez bien. Voilà. Maintenant, il y a quand même un petit peu pas mal d'interprétation, même physique, sur cette formule, puisqu'on remarque que donc ce terme est positif, ce terme est positif aussi, puisque R est plus petit que grand R, et par contre il y a un moins. Sauf que V, c'est la vitesse de la particule fluide et l'écoulement se fait selon plus X. Donc, nécessairement, pour compenser ce moins-là, il faut que cette dérivée soit négative. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression en sortie du système est plus faible que la pression en entrée. Donc, ça veut dire que c'est passé quelque chose entre les deux, on en a perdu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les forces de viscosité travaillent de sorte à ce que le fluide perde, plutôt la pression diminue au cours de l'écoulement. Et donc ça s'appelle la perte de charge. Ce qu'on retrouve en fait dans le théorème de Bernoulli généralisé, qui est caractérisé par un terme en fait dans la démonstration. Et ce terme-là provient du travail des forces de viscosité. Donc perte de charge, voilà. Donc ça c'est dû aux forces de viscosité. Très bien. Donc si on réécrit cette formule de manière plus usuelle, en considérant cette fois non plus un cylindre de longueur dx, mais un cylindre de rayon r, petit r, touc. Voilà, c'est plus un cône, il est mal dessiné, mais on se satisfera de ça. J'ai dit de longueur L. Donc il y a toujours un cylindre dans un cylindre, hein, ça ne change pas. Donc si cette fois on considère un cylindre de longueur grand L, on peut considérer donc pression en sortie PS, une pression en entrée PE. Donc ça c'est inférieur à 0. Et donc usuellement on notera la différence de pression PE moins PS pour que ce soit supérieur à 0. Et comme ça, on pourra écrire cette formule-là sous cette forme. Donc dx, ce sera plus dx, ce sera L. Donc on a le delta P, R carré sur 4 état L, 1 moins petit r carré sur grand R carré. Voilà. Et donc, où est passé le moins? Le moins a disparu, puisque dp c'est PS moins PE. PS moins PE c'est négatif. Donc, c'est moins PE moins entre parenthèses PE moins PS. Et donc, ce moins-là a disparu, hop hop hop, dedans. Et puis le delta P c'est bien cette différence de pression. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, je voulais aussi parler
donc du calcul du débit volumique. C'est assez intéressant, je vous laisse le faire chez vous, on le fera pas ensemble, puisque c'est juste du calcul, c'est pas très intéressant. Mais là où c'est intéressant, c'est dans l'interprétation physique. On remarquera que V est proportionnel à P, donc a fortiori, le débit volumique sera proportionnel aussi à delta P, et donc on aura comme ça un coefficient de proportionnalité entre les deux. Donc ce coefficient de proportionnalité là, ce sera une espèce de conductance hydraulique. En fait, ce sera juste l'inverse d'une résistance hydraulique. Et on peut tout à fait faire l'analogie avec donc I, qui est le flux de J, donc le vecteur densité de courant. Et donc on aboutit en faisant ça pour un dipolomique à la loi d'Ohm, U égale RI. Donc en fait, on a I égale U sur R. C'est tout à fait analogue. Ici, ce qui est moteur, c'est la différence de tension. Donc ce qui fait s'écouler les électrons dans un fil, c'est bien la différence de tension. Voilà, les électrons s'écoulent dans un sens parce que la tension est plus grande dans un sens que la tension est plus grande en un point plutôt qu'en un autre. Alors que ici, c'est la pression. La pression est plus grande en entrée qu'en sortie. Donc les particules fluides sont poussées comme ça. Et c'est ce qui est moteur. Il faut bien quelque chose qui fasse bouger les particules fluides. Et donc c'est une analogie très très courante, très très commune, et qui est présente dans beaucoup d'exercices. Donc si on fait un petit schéma hydraulique, hop. Donc concrètement, une résistance hydraulique, ce serait par exemple voilà, un petit resserrement de section comme ça, au cours d'une conduite. Un exercice de Montedier qui parle de la sténose artérielle. Donc la sténose artérielle, c'est quand il y a oh là là, décidément. Quand il y a un rétrécissement d'une veine, donc le fluide a plus de mal à passer, c'est tout à fait analogue à la résistance hydraulique ici, la résistance électrique ici. Voilà. Il y a une dissipation des énergies par effet Joule, et là il y a une dissipation des énergies cinétiques par force de viscosité, par les forces de viscosité. Donc là R, RTH, RH. En fait, il y a tellement d'analogies en physique, c'est ça qui est très beau, hein, c'est que, bon voilà, j'ai dit RTH par lapsus, il y a des résistances thermiques, résistance hydraulique, résistance électrique, et chaque fois c'est des phénomènes analogues. Je trouve ça vraiment passionnant. Donc ici, voilà, c'est dV, hop, delta P, et là, de la même manière, U, en convention récepteur, I. Voilà, donc je vous laisse ça en exercice, c'est pas du tout difficile, c'est un exercice très classique, et c'est vraiment intéressant de voir à quel point la physique est large, mais aussi paradoxalement à quel point tous les phénomènes sont liés entre eux et sont régis par des lois tout à fait analogues. Voilà, c'est vraiment joli. Donc cet exercice-là était très sympathique. Le prochain exercice qu'on traitera, ce sera donc sur le vase de Tantale. Donc on traitera un oscillateur hydraulique, tout à fait analogue à un oscillateur à relaxation en électricité. Donc c'est la même chose, hein. C'est un oscillateur à relaxation entre une phase d'accumulation et une phase donc de relâchement. Et voilà. Donc merci pour votre écoute. Évidemment, je mettrai toute cette feuille-là en PDF dans la description, vous pourrez la consulter. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques constructives évidemment, ou même des conseils sur ma manière de parler, sur ma prise de parole à l'oral, n'hésitez surtout pas. Et puis des corrections également, si j'ai des bêtises du point de vue du sens physique, surtout sur cette partie-là, j'ai essayé d'être le plus clair possible sans tricher, en étant honnête intellectuellement. Mais s'il y a des gens qui voient des petites failles dans mon raisonnement, n'hésitez surtout pas à me le dire. Voilà. Bon, bah, merci à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le vase de Tantale.